Je la voyais apparaître au rythme suspendu des semaines, silhouette solitaire franchissant le seuil, pour seule compagne de cœur cette petite bête qui, malgré l'amour, semblait devenir un fardeau à quatre pattes. Elle prenait place en lisière du monde, malgré mes invitations. Son regard était fiévreux, en attente, mais seul l'éclat de l'espoir déçu y prenait place. Le regard des naufragés qui ont appris à se satisfaire des reflets. Je devinais derrière elle l'architecture d'une vie entière, cette dentelle de jours et de relations patiemment tissées au fil des saisons. Et puis le retrait, progressif, silencieux, sans que personne ne s'en préoccupe vraiment. Son monde s'était rétracté. Elle traversait le vivant comme une présence de verre, là, visible et pourtant introuvable. Ressentir de la pitié aurait été une offense à sa dignité. Une colère sourde s'éveillait en moi, une colère froide. Comment avons-nous pu laisser nos aînés sur le bas-côté d'une route qui, sans eux, n'existerait pas? Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de mécanisme et de ce qu'il révèle de nous. Ce texte est le troisième volet de Nos solitudes modernes, une série sur les formes de solitude que nos sociétés produisent sans toujours les nommer. Aujourd'hui, la solitude des invisibles, encore vivants, déjà effacés. L'invisibilité ne tombe pas d'un coup. Elle s'installe par accumulation de signaux discrets, de retraits successifs, de petites absences qui finissent par dessiner un contour vide là où il y avait une présence. Ce n'est pas de la cruauté. C'est pire d'une certaine façon. C'est de l'organisation. Nous vivons dans des cultures qui ont fait de la productivité le critère central de la valeur humaine. Quand on cesse de produire, quelque chose se retire. Pas brutalement, par degrés. On est moins consulté, moins invité, moins inclus. La ségrégation s'installe d'abord dans les espaces. Maisons de retraite, résidences seniors, urbanismes qui regroupent par tranche d'âge. Puis dans le langage, le glissement du vous au tu non consenti. Les phrases terminées par quelqu'un d'autre, plus impatient. Le moment où l'on cesse de poser des questions sur ce qu'elles pensent, où leurs récits, leurs mémoires, leurs expériences cessent d'être une ressource pour devenir un fardeau. Et l'accélération fait le reste. Dans une culture de la vitesse, la lenteur est devenue une gêne. On ne leur dit pas qu'elles sont trop lentes. On les contourne, on parle par-dessus, on abrège. Je connais ce contournement, je l'ai vu opérer en temps réel. Une conversation qui s'ouvrait et se refermait avant même qu'elle ait eu le temps d'y entrer vraiment. La productivité retire la valeur. La ségrégation retire l'espace et la voix. L'accélération retire le temps. Ensemble, ils produisent quelqu'un qui finit par ne plus chercher à prendre de place. L'invisibilisation n'est pas une métaphore. Elle a une adresse dans le corps. Le cerveau humain traite le rejet social dans les mêmes zones neurologiques que la douleur physique. L'exclusion n'est pas ressentie comme une blessure. Elle est une blessure, mesurable, localisable, réelle. Et quand elle devient chronique, les effets se propagent bien au-delà. Élévation durable du cortisol, réponse inflammatoire persistante, affaiblissement du système immunitaire.
Une méta-analyse portant sur plus de 3 millions de personnes a montré que la solitude chronique augmente le risque de mortalité prématurée de 26 à 32%. Un chiffre comparable au tabagisme. On ne meurt pas de solitude, dit-on. Les données disent autre chose. Mais la neurologie ne dit pas tout. Il y a quelque chose de plus silencieux encore. Ce que l'isolement fait au sens de soi. Nous nous construisons en partie dans le regard des autres. Pas pour leur plaire, pour exister. Être vu, reconnu, nommé est une nécessité psychologique aussi réelle que la nourriture. Quand ce regard se retire progressivement, quelque chose dans l'identité commence à se contracter. On occupe moins d'espace, d'abord dans les pièces, puis dans les conversations, puis dans sa propre représentation de soi. J'ai lu dans cette façon qu'elle avait de s'installer en lisière, pas une timidité, mais l'habitude d'un espace qui s'était rétréci si longtemps qu'elle avait fini par en adopter les dimensions. Ce que j'aurais voulu lui dire, c'est que ce rétrécissement n'était pas elle, c'était ce qu'on lui avait fait. Le détournement du regard n'est pas que de l'indifférence, c'est plus compliqué, et cette complexité nous concerne tous. Regarder vraiment une personne âgée, c'est regarder sa propre finitude. Nos sociétés ont construit un rapport à la mort fondé sur l'évitement. Les personnes âgées dérangent non pas parce qu'elles sont moins dignes, mais parce qu'elles rendent visible ce que nous refusons de savoir de nous-mêmes. Elles sont le miroir que personne ne veut consulter. Et comme tous les miroirs inconfortables, on les retourne contre le mur. Ce mépris discret de la vieillesse n'a rien de naturel. Le jeunisme est une construction portée par la société de consommation, la culture du corps performant, le renouvellement permanent. Il a colonisé nos représentations si profondément qu'il est devenu invisible. Et la culture du soi optimisé fait le reste. Les liens devenant optionnels, résiliables, dès qu'ils coûtent plus qu'ils ne rapportent. Les personnes âgées coûtent en temps, en énergie, en confrontation avec la fragilité. Dans une culture de l'épanouissement personnel, ce coût devient injustifié. Le jeunisme normalise l'évitement. La peur de la finitude l'alimente. La culture du soi le légitime. Et la culpabilité le maintient en place. Je connais ces mécanismes de l'intérieur. Je les ai reconnus en moi. Ce n'est pas une confession, mais une lucidité nécessaire. Ce qui change quelque chose, c'est de les voir. Cette invisibilisation n'est pas née avec nous. Elle a une histoire. Aussi loin qu'on remonte, les aînés occupaient une place structurelle, par nécessité. Dans les sociétés pré-industrielles, le savoir ne s'archivait pas, il se transmettait. Les anciens étaient les mémoires vivantes des communautés. Leur lenteur n'était pas une gêne, c'était le rythme de la sagesse. La révolution industrielle a opéré un renversement silencieux. Ce qui comptait désormais, c'était la force productive. Les anciens sont devenus des inactifs. Le mot lui-même dit tout. Et la modernité a achevé le mouvement. L'accélération technologique a inversé la transmission. Pour la première fois dans l'histoire, les jeunes savent des choses que les anciens ne savent pas. La société de consommation a introduit l'obsolescence programmée, d'abord pour les objets, puis insidieusement pour les personnes. On ne consulte plus les anciens, on s'en occupe. La nuance entre les deux est une abîme.
Il m'arrive de penser à toutes ces vies entières réduites à un appartement silencieux, à une chaise en lisière, à tout ce qu'elles portaient et que personne n'a pris le temps d'aller chercher. La solitude des invisibles n'est pas une fatalité, c'est une architecture, et comme toute architecture, elle peut être traversée autrement, à condition de décider de la voir. Individuellement, nous pouvons regarder vraiment, pas le regard poli qui glisse, aller chercher ce que la personne porte avant qu'il soit trop tard, résister à l'évitement, reconnaître en soi le réflexe et choisir parfois de faire autrement, pas par culpabilité, mais par conscience de ce que ça coûte à l'autre. Collectivement, nous pourrions questionner l'organisation que nous avons construite. La ségrégation par âge n'est pas une loi naturelle. Elle s'est construite, elle peut se déconstruire. Des sociétés qui ont su intégrer leurs anciens dans le tissu du vivant du quotidien existent. Ce ne sont pas des utopies, ce sont des modèles. Et nous pourrions nommer le jeunisme pour ce qu'il est, une idéologie, pas une évidence. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. À un moment, elle a cessé de venir. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. C'est ma ligne rouge à moi, celle que je n'ai pas tracée à temps. La solitude des invisibles ne demande pas toujours grand-chose pour être traversée autrement. Parfois juste quelqu'un qui décide de regarder et de rester dans ce regard assez longtemps pour que l'autre sente qu'il existe encore. La prochaine fois que je verrai quelqu'un s'installer en lisière du monde, je ferai de la place. Et vous, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui attend, en lisière, que vous décidiez enfin de regarder vraiment? L'article complet est sur Substack, le lien est en description. Si cette voix vous parle, abonnez-vous. Et surtout, portez-vous bien.